Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles à Radio Sénégal. 13h au micro, François-Xavier Thiao. Les titres de cette édition: Donald Trump élu 45e président des États-Unis. Le républicain déclare qu'il sera le président de tous les Américains et compte travailler avec tous les pays du monde. Ce riche homme d'affaires qui a battu la démocrate Hillary Clinton parle également d'un grand projet économique pour son pays. La colère des pharmaciens après l'assassinat il y a 2 jours de deux employés de pharmacie Chandioum. Ils ont décidé de suspendre la garde des nuits jusqu'à nouvel ordre. Toutes les pharmacies vont baisser rideau vendredi prochain de 8h à 15h avec à la clé un sit-in devant le ministère de la Santé. C'est pour exiger plus de sécurité au niveau des officines. Justement, de plus en plus on tue froidement au Sénégal. Pourquoi et comment? Réponse avec notre invité, la sociologue Aïssatou Diouf Nyang. Dans la deuxième partie du journal, nos rubriques habituelles, l'espoir avec Bono Badian et puis en fin d'édition, la revue de presse. Aaron Diouf. Bienvenue à toutes et à tous. Un nouveau jour s'est donc levé sur l'Amérique. Les États-Unis viennent d'élire leur 45e président en la personne de Donald Trump. Dans le premier discours qu'il a prononcé après son élection, le républicain a dit qu'il sera le président de tous les Américains et il compte travailler avec tous les pays du monde. Donald Trump annonce également un grand projet économique pour son pays. Je vous propose de l'écouter. Nous avons un grand projet économique. Nous doublerons notre croissance et nous aurons l'économie la plus forte au monde. Dans le même temps, nous nous entendrons avec tous les autres pays, tous ceux qui voudront bien s'entendre avec nous. Nous aurons de très belles relations. Nous nous y attendons. Ce sera sans aucun doute le cas. Il n'y a aucun défi trop grand, aucun rêve trop idéal. Rien n'est hors de portée de notre avenir. L'Amérique ne se contentera plus de quelque chose qui ne soit pas le meilleur. Nous devons reprendre notre destin en main, être ambitieux, rêver, courageux. Il nous faut le faire. Nous allons rêver de choses pour notre pays, de choses exceptionnelles, belles, qui réussissent. Ce sera à nouveau le cas. Je veux dire à la communauté internationale qu'évidemment les intérêts des États-Unis seront toujours les premiers, mais nous traiterons de façon juste et équitable tous les autres peuples, toutes les autres nations. Nous chercherons toujours à trouver des points communs, pas d'hostilité, le partenariat, pas le conflit. Nous allons travailler, nous allons nous mettre à travailler pour les Américains, pour tous les Américains. Nous ferons des choses qui vous permettront d'être extrêmement fiers de votre pays, de votre président. 2 ans exceptionnels, j'aime ce pays. Merci. Merci beaucoup. Voilà, extrait donc du premier discours de Donald Trump ce matin après les résultats. Donald Trump donc qui se veut le président de tous les Américains et compte également travailler avec tous les pays du monde. Donald Trump, c'est le président que beaucoup d'observateurs ne voyaient pas ou alors ne souhaitaient pas à la tête des États-Unis. Mais le prospère homme d'affaires s'est fait élire en battant très largement sa rivale Hillary Clinton. L'homme au discours parfois déroutant s'est fait presque seul. Le portrait du nouveau président des États-Unis avec vous, Mamadou Thior. Donald Trump est un touche-à-tout. L'homme d'affaires a bâti sa fortune de milliardaire dans l'immobilier. À son actif, la Trump Tower, le casino d'Atlantic City et Trump Taj Mahal. Il a animé des années durant une émission de télé-réalité appelée L'Apprenti. Au plus fort de la campagne électorale, Barack Obama lui a fait savoir que l'élection présidentielle n'est pas une émission de télé-réalité. Pourtant, c'est l'apprenti à la télévision qui va bien lui succéder à la Maison-Blanche à 70 ans. Donald Trump est né le 14 juin 1946 dans le quartier du Queens, dans la ville de New York. Il est le 4e des 5 enfants de Mary-Ann et Fred Trump. À 13 ans, ses parents l'envoient à l'Académie militaire de New York dans l'espoir de canaliser son énergie. Peine perdue, le nouvel homme fort de Washington DC finit par obtenir son diplôme en économie à l'Université de Pennsylvanie. Donald Trump aime les femmes et est à son 3e mariage avec Melania Knauss, après ses divorces d'avec Ivana et Marla Maples. Il est père de 5 enfants, 3 garçons et 2 filles. En 1996, il devient copropriétaire du concours de beauté mondial Miss Univers. Le 45e locataire de la Maison-Blanche a du flair en affaires. Au début des années 90, son empire bat de l'aile avec le marché de l'immobilier très mal en point.
il restructure son groupe pour éviter la faillite. Selon le magazine Forbes, il occupe le 113e rang des fortunes américaines. Donald Trump est un ancien démocrate devenu républicain de 1987 à 1999 avant de rejoindre le parti de la réforme de Ross Perot pendant 10 ans. Plusieurs fois, il a été tenté par une candidature à l'élection présidentielle. En 2008, il allait jusqu'à financer la campagne présidentielle de Hillary Clinton face à Barack Obama, celui-là dont il doutait qu'il soit réellement né aux États-Unis, obligeant le premier président noir à produire son acte de naissance pour taire la rumeur. Le jingle est venu plus tôt que prévu. Après ce portrait de Mamoudou Thior, nous sommes toujours sur le sujet élection aux États-Unis avec la stupeur qui s'est installée chez certains Américains ce matin au réveil après l'élection justement de Donald Trump comme 45e président des États-Unis. Les Américains abasourdis ont déserté les rues où règne le calme plat. C'est en tout cas le constat que fait Jeanne d'Arc Gomis, une ressortissante sénégalaise vivant aux États-Unis, interrogée tout à l'heure par Aboubakry Diako. Moi, je ne suis pas surprise par le résultat. Ce matin, parce que j'ai suivi les élections jusqu'à 3 heures du matin. Donc, c'est un résultat assez surprenant. On ne s'y attendait pas, mais il faut dire qu'on ne s'attendait pas du tout à ce que Donald Trump soit le représentant du parti républicain, pour commencer. Donc, il a vraiment surpris beaucoup de monde depuis le début de la campagne électorale. Donc, ceci est une victoire aussi surprenante que l'échelon, son itinéraire jusqu'ici. Il y a beaucoup de réactions au niveau des journalistes, ce que j'ai vu à la télé hier. Ils sont surpris, il y a un sentiment de peur, d'inquiétude. Et très rapidement, dans Facebook, hier soir aussi, j'ai vu des réactions de peur et d'inquiétude parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ce résultat-là. Bon, je ne peux pas dire si c'est le sentiment partagé des Américains, de tous les Américains, les Noirs ou bien les Espagnols, mais il y a vraiment un sentiment lourd dans l'atmosphère. On peut le sentir. Il n'y a même pas de bruit dans les rues. Donc, ce qui est vraiment bizarre. Donc, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Et je viens tout juste de me réveiller aussi. Donc, Voilà, Jeanne d'Arc Gomis qui vient tout juste de se réveiller. C'est une Sénégalaise vivant aux États-Unis qui parle de victoire surprenante et de stupeur chez certains Américains. Certaines rues sont également calmes. 13h09 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Radio Sénégal. L'actualité chez nous. La garde de nuit dans les pharmacies est suspendue jusqu'à nouvel ordre et vendredi prochain, les officines seront fermées de 8h à 15h sur le territoire national. C'est en tout cas l'appel de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal qui dénonce l'assassinat de 2 employés d'une pharmacie à Ndioum dans le Podor. La profession était en conférence de presse hier et a promis d'appeler à un sit-in pour protester contre l'insécurité. Jamila Koli. Suite à l'attaque de la pharmacie Yelitare de Ndioum au Fouta dans la nuit du 6 au 7 novembre qui a causé la mort de 2 employés, l'Ordre des pharmaciens lance un cri de cœur. Dr Fatou Ndiaye Deme, présidente du conseil de section. C'est la profession pharmaceutique dans son ensemble qui est là pour marquer son indignation suite au meurtre de 2 employés de la pharmacie de Yelitare à Ndioum. Pour l'Ordre, pas question d'exposer ses membres aux attaques et cambriolages récurrents. Il demande la protection des officines de pharmacie. Dr Hadi Sissé, présidente au syndicat des pharmaciens privés. Nous demandons au ministère de l'Intérieur de renforcer les rotations à défaut d'avoir un policier devant chaque officine de garde, au moins au niveau des pharmacies de garde qui ouvrent la nuit et qui sont tenues d'ouvrir parce que c'est un devoir de santé publique. La sécurisation des pharmacies, une ancienne doléance, l'attaque de la pharmacie de Ndioum a fait déborder le vase et le plan d'action des pharmaciens ne s'est pas fait attendre. Fatou Ndiaye Deme. La profession pharmaceutique dans son ensemble décide ce jour d'appeler tous les pharmaciens à suspendre les gardes de nuit jusqu'à nouvel ordre, de convier tous les pharmaciens de Dakar avec leurs employés à un sitting devant le ministère de la Santé et de l'Action sociale le vendredi 11 novembre à 9h en blouse blanche.
Et au niveau des régions, un sitting des pharmaciens au niveau de leur gouvernance respective, toujours ce même vendredi 11 novembre à partir de 9h. Nous appelons aux pharmaciens de procéder à la fermeture de toutes les officines sur le territoire national le vendredi 11 novembre de 8h à 15h. Pour rappel, depuis 2005, plus de 50 pharmacies ont été attaquées. Djamila Koli sur cette colère donc des pharmaciens après l'assassinat il y a 2 jours de 2 employés de pharmacie à Ndioum, c'est dans le Podor. Nous reparlerons du sujet en fin de journal avec notre invité Aïssatou Diouf Niang, sociologue, qui va nous parler justement de la recrudescence des meurtres dans notre pays. La mécanisation de l'agriculture dans la vallée du fleuve Sénégal coûte cher et pour aider les producteurs à se doter de machines agricoles, l'USAID déroule un programme dit Trade Madindaw. La financière africaine, une société créée en 2004, a présenté le programme Trade Hub appuyé par l'USAID aux acteurs de la filiérerie de la vallée du fleuve Sénégal. Abdoulaye Dieng est son directeur général. Nous travaillons sur le kit composé d'un tracteur et d'une moissonneuse-batteuse, du relèvement du plateau technique que nous avons mis en place pour les décortiqueuses et également des installations de rizeries pour ceux qui ont dépassé une certaine culture. Nous avons décidé de mettre ce programme en place en vue d'aider à face aux problèmes de financement de la mécanisation. La prise en charge des besoins d'aménagement, l'équipement en matériel agricole et d'accessoires complémentaires pour les décortiqueuses, la commercialisation et l'accès au crédit ont figuré parmi les points soulevés lors des échanges. Jean-Pierre Gaille, chef d'équipe investissement et financement du programme Trade Hub. C'est normal qu'au niveau de la vallée, le monde rural cherche à s'améliorer et à devenir plus compétitif. Et je pense que le gouvernement sénégalais a fait beaucoup d'efforts en ce sens pour augmenter la production et la productivité. Et les projets de USAID en sont de bons exemples. Et Abdoulaye Dieng, directeur général de la financière africaine. Ils ont des préoccupations et ces préoccupations vont être prises en compte. On va les aider à ce qu'ils puissent accéder au financement. Tout le monde sait que le financement de la mécanisation pose problème. Les représentants des structures de financement, d'encadrement et de recherche établies dans la vallée ont également participé à l'atelier aux côtés des organisations paysannes et féminines. Saint-Louis, Madindaw, RTS. Le pôle Sine Saloum de la Convergence nationale des éleveurs pour l'émergence a été installé à Kaolack. Les éleveurs ont profité de cette occasion pour étaler les difficultés auxquelles ils font face. Il s'agit entre autres du manque de financement, de l'absence de couloirs de pâturage, bref, de l'accès à la terre. Ibrahima Diallo. L'accès à la terre est un véritable problème pour les éleveurs, ce qui a bloqué l'application de la loi agro-silvopastorale. Adam Sow, député à l'Assemblée nationale, est membre de la Convergence nationale des éleveurs pour l'émergence du Sénégal. Nous, en tant qu'éleveurs, nous estimons qu'il y a une injustice. Il y a une injustice puisque chaque fois vous entendez qu'on a remis par exemple 20 hectares, 50 hectares, 1000 hectares à un agriculteur. Mais vous n'entendrez jamais qu'on a remis 2000 hectares ou bien 5000 hectares à un éleveur pour faire son élevage. Ça, c'est une injustice. C'est pourquoi la loi d'orientation sylvopastorale de 2014 n'a pas pu passer, puisque nous ne sommes pas d'accord. L'honorable député a aussi décrié l'utilisation du fonds de stabilisation. Nous, les éleveurs, nous ne sommes pas d'accord sur la façon dont le ministère finance le fonds de stabilisation. En général, on finance pour le jour de l'opération de Tabaski. Si tu finances par exemple pour 500 millions, le jour de la Tabaski, on égorge ces béliers-là, ça s'arrête là. C'est pourquoi on avait demandé à ce que l'élevage soit financé pour qu'on achète des brebis. C'est ça qui fera que les choses vont se multiplier. Adam Sow était à Kaolack pour l'installation de la cellule du pôle Sine Saloum de la Convergence nationale des éleveurs. L'objectif est de mieux sensibiliser les éleveurs pour un élevage moderne qui permettra l'atteinte de l'autosuffisance en lait et en mouton pour la Tabaski. À Kaolack pour la RTS, Ibrahima Diallo. Louga prend les devants face au risque de feu de brousse. La commune de Sieur a ouvert 150 km de pare-feu. C'est pour préserver les pâturages dans cette zone à forte vocation pastorale. Ousmane Beng. Long de 150 km, le pare-feu s'étend de Mbartoubab à Kerndari, en passant par les villages de Madjadi, Louguéré Bailo et Mbelogn Boulbé. Une bande large d'une dizaine de mètres nettoyée de toute végétation pour éviter qu'un feu qui arrive d'un côté ne se propage de l'autre côté. Commandant Momar Fall, inspecteur régional des eaux et forêts de Louga. Cette année, ils ont anticipé pour procéder à l'ouverture de 150 km par feu au niveau de la commune. Et actuellement, ils en sont à 120 km. L'objectif, c'est dans le cadre de la prévention des feux de brousse et pour éviter qu'un feu qui arrive d'un côté ne puisse se propager de l'autre côté.
En tout cas, ça entre dans le cadre de la lutte préventive. Sieur, vaste de 82 000 hectares de terre, est frontalière à la commune de Mbane dans le département de Dagana, une zone à risque. Les populations et la municipalité ont mobilisé une enveloppe de plus de 2 millions de francs CFA pour financer l'ouverture de ce pare-feu qui permet non seulement de sauvegarder les pâturages, mais faciliter leur déplacement dans la zone. Ousmane Bang, Radio Régionale de Louga, RTS. Radio Sénégal sur l'ensemble de son réseau synchronisé à 13h16. Parlons à présent du Magal de Touba. Toutes les dispositions sont prises pour une fourniture correcte de Touba en électricité. Le ministre de l'Énergie donne l'assurance selon Thierno Alassane Sall. Depuis des mois, les équipes de Sénélec sont à pied d'œuvre. Thierno Alassane Sall était hier à Touba. Le voici au micro de Abdoulaye Ban. De nombreux quartiers qui avaient des baisses de tension fréquentes aujourd'hui connaissent une amélioration nette de la qualité de service. En termes de nombre de personnes impactées, on peut parler de plusieurs milliers de personnes impactées. C'est ça l'important. Le nombre de groupes qu'on louait habituellement pour faire face à d'éventuels délestages ou pertes sur le réseau, coupures, etc. est considérablement réduit parce que nous avons une meilleure sécurité, une meilleure qualité de service. Maintenant, le risque zéro n'existant pas, nous avons pris des dispositions pour louer 2 groupes autour des sites sur lesquels les événements principaux se passeront et autour du domicile du Khalife général. Mais je crois pouvoir dire que nous sommes beaucoup plus sereins et calmes que nous l'étions l'année dernière. Thierno Alassane Sall, ministre de l'Énergie en visite à Touba. Le ministre de la Culture, lui, va mettre à la disposition des jeunes du mouvement hip-hop un fonds de développement des cultures urbaines d'une valeur de 300 millions de francs CFA. Le fonds servira à la formation. Une mission du ministère vient de séjourner à Kaolack à Stéphé, Daoud Badiane. Pour une première et grâce à la volonté du président Macky Sall, le ministère de la Culture met à la disposition des hip-hopers 300 millions en fonds de développement des cultures urbaines. Tidjane Diallo, chargé de la coordination des centres culturels régionaux, précise ici les orientations réservées à ce fonds. Beaucoup de gens qui s'adonnent à ces activités-là dans ce secteur ne sont pas formés, ne sont pas outillés. C'est des gens qui sont amoureux de ces activités et qui s'y adonnent comme ça. Maintenant, le fonds va les aider à s'organiser, à pouvoir bénéficier d'une formation. Ce fonds-là aussi va aider à la structuration du secteur, parce que c'est l'informel qui règne dans ce secteur-là. Donc, il faut aider le secteur à s'organiser davantage. Une mission venue à Kaolack a rencontré au centre culturel les jeunes du hip-hop et des cultures urbaines. Ils ont fait connaissance des critères pour bénéficier du fonds de développement des cultures urbaines. Tidjane Diallo. Le fonds peut être mobilisé sur la base de projets. On encourage également les projets qui fédèrent, les projets qui aident aussi à la structuration, à l'organisation du secteur. Et c'est sur cette base-là que les projets vont être financés. Une aubaine, selon Cheikh Sadibouka, membre de l'association Jeune Action pour le développement de Kaolack. Ce fonds vient vraiment à son heure parce que c'est quelque chose qui est vraiment très bénéfique pour l'ensemble des cultures urbaines à Kaolack. Les jeunes ont été invités à s'organiser pour rédiger des projets qui vont être financés notamment pour la formation afin de rendre le secteur des cultures urbaines formel. Daouda Badiane, Kaolack, Radio Sénégal. Sport, c'est avec Benoît Badiane, bonjour. Bonjour François. Football, les Lions du Sénégal déterminés à faire un bon match samedi contre l'Afrique du Sud à Polokwane. C'est le mot d'ordre dans la tanière à 72 heures de la rencontre. Les protégés d'Aliou Cissé comptent engranger le maximum de points samedi face au Bafana Bafana. Mohamed Diamé, le gardien de but, Abdoulaye Diallo, Cheikh Ndoye, Cheikh Kouyaté, c'est le capitaine que nous écoutons au micro de la cellule communication de la Fédération sénégalaise de football. Ça s'est bien passé. Là maintenant, il faut remercier le bon Dieu. On est arrivé. Déjà, il faut savoir que ce match-là, c'est un match important. Pour nous, ce sera une finale. Donc nous, on est là pour essayer de gagner quelque chose. Et Inch'Allah, on le fera en équipe. Et on n'est pas venu ici pour perdre. Donc on est là pour vraiment essayer de gagner des points. Entrer sur le terrain, mouiller le maillot et essayer vraiment de gagner ce match pour le peuple sénégalais. Bon, c'est un match très important pour nous par rapport à la qualif pour le mondial. Et aussi pour préparer la Coupe d'Afrique. On n'a pas perdu de temps, mais j'ai envie de dire que depuis le match du Cap-Vert, une fois terminé, on a déjà basculé sur ce match d'Afrique du Sud. C'est vrai qu'en arrivant ici, on n'a pas perdu de temps et dès notre arrivée, on a commencé à s'entraîner. C'est un match très important qui peut nous permettre d'être en bonne posture. Je ne vais pas dire qualifié parce que derrière, il restera quand même beaucoup de matchs, mais de bien voir l'avenir et
d'aborder les matchs à suivre de manière très sereine. C'est des qualifs de Coupe du Monde. C'est différent, on s'attend à des matchs plus difficiles. On n'a pas peur de nos adversaires et je pense qu'on peut aussi faire un parcours sans faute, même si ça sera difficile, mais pourquoi pas. À vrai dire, avec les enchaînements de victoires, c'est vrai qu'on a emmagasiné beaucoup de confiance, mais le coach est là pour nous taper sur les doigts à chaque fois pour qu'on reste humble et puis qu'on continue sur cette dynamique à travailler, qu'on reste serein parce que ça va pas être facile et dans le football, les choses elles vont très vite. Certes, on a fait de belles choses, mais pour l'instant, voilà, on n'a rien acquis, on n'est pas qualifié pour cette Coupe du Monde. Donc, on va travailler et les choses arriveront naturellement. Voilà, vous venez d'écouter Mohamed Diamé. Il y avait aussi le gardien de but Abdoulaye Diallo, Cheikh Ndoye et le capitaine Cheikhou Kouyaté qui était au micro de la cellule communication de la Fédération sénégalaise de football. Les Lions, justement, Apollo Kouané, depuis hier, s'entraînent d'ailleurs cet après-midi avec un groupe au complet. Ils y croiseront samedi à 13h les Bafana Bafana dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires du Mondial Russie 2018 Zone Afrique. Toujours en football chez nous cette fois-ci. La deuxième journée du championnat national professionnel Ligue 1 et 2 est programmée dimanche et lundi. Afrique du Sud, Sénégal oblige. Des rencontres sont prévues à Dakar et dans les régions. Handball à présent, 18 Lions sont sélectionnés pour la CAN en Angola. Les joueuses évoluant toutes en France ont été convoquées par le sélectionneur Frédéric Bougeant, le technicien français, après des stages de préparation en Hexagone et à Thiès au Sénégal. Chérif Ndiaye, le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de handball, nous en dit plus. Le groupe était déjà là à Dakar au mois de juin pour un stage. Et dans ce groupe, on a déjà des filles qui ont déjà fait la CAN avec le Sénégal en 2014 à Alger. C'est des joueuses qui sont expérimentées parce qu'elles ont aussi dans le groupe, la majorité font partie de l'équipe qui a gagné la médaille de bronze pendant les Jeux africains passés. Et justement, quelle est l'ambition du Sénégal pour cette Coupe d'Afrique à Luanda? L'ambition clairement affichée du Sénégal, c'est d'être parmi les 3 premiers. Et pour se qualifier au mondial de 2017. Et on a nos chances aussi. Et la préparation avec cette équipe, ce groupe des joueuses, elles sont toujours en France? Elles sont toujours en France. La préparation a été bien planifiée et la planification a été bien suivie avec l'aide de l'État du Sénégal. Donc la dernière phase va se dérouler du 17 au 26. Donc elle va enchaîner directement et rallier Luanda pour la compétition. Voilà, c'était Chérif Ndiaye, le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de handball. Rappelons que la Coupe d'Afrique des Nations de handball féminin est prévue du 27 novembre au 7 décembre à Luanda, en Angola. Merci Benoît Badiane. Tout de suite, nous recevons notre invité, la sociologue Aïssatou Diouf Niang, qui analyse pour nous la recrudescence des meurtres dans notre pays à la lumière de l'assassinat de 2 employés de pharmacie à Ndioum il y a 2 jours. Elle est interrogée par Jean-Baptiste Boukepsané. Madame Aïssatou Diouf, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue de profession. De nos jours, les meurtres sont devenus monnaie courante. Pour un rien, on vous tue. Selon vous, quelles sont les causes de ces comportements, madame? La violence en tant que telle est innée en l'homme. Depuis très longtemps, je pense que c'est eux qui le disaient, que l'homme est un loup pour l'homme. Donc c'est un caractère qui est en l'homme. L'homme a un grand tâche, je veux dire. On tue pour 100 francs, pour 25 francs, et même pour des raisons vraiment très très fallacieuses. Parmi les causes, je citerai peut-être la précarité, le stress qui conduit souvent aussi au désœuvrement, qui sont quand même dans certaines parties du pays les sentiments les mieux partagés pour. Madame Aïssatou? Oui. Est-ce qu'au niveau des parents, il n'y a pas de responsabilité au niveau éducation? La famille, les parents en premier lieu, sont les premiers responsables de cette situation-là, parce que de plus en plus, on n'a pas le temps qu'il faut, on n'a pas les moyens, je parle pas seulement de moyens matériels et financiers, et de plus en plus, il y a énormément de choses qui ne sont pas prises en compte dans l'éducation des enfants, le respect, la tolérance. Et quelle piste de solution préconisez-vous, madame? Alors, ça me permet, c'est juste une belle transition. La première solution, c'est que en tant que parents, que nous puissions, nous aussi, disons, prendre notre rôle d'enseignant, d'instructeur, de géniteur. C'est vraiment, pour moi, le b.a.-ba. Il faudrait que nous aussi puissions prendre la responsabilité d'éduquer nos enfants, en y mettant ce qu'il faut. C'est vrai, les craintes professionnelles, les logiques de survie sont là, mais je pense qu'il y a quand même aussi des choses assez importantes à côté, comme l'éducation de nos enfants, à prendre en charge et à faire, à faire plus sérieusement. Madame Aïssatou Diouf, je vous remercie. Je vous en prie, monsieur. Je rappelle que vous êtes Madame Aïssatou Diouf Niang, sociologue de profession. Aïssatou Diouf Niang, oui.
La dernière note de ce journal, c'est la revue de presse signée Arona Diouf. Affaire du meurtre de Ndiaga Diouf, Barthélémy Diaz devant la commission ad hoc de l'Assemblée nationale hier. Et comme il fallait s'y attendre, indique Walf Quotidien, le maire de Mermoz Sacré-Cœur a répondu à la convocation de cette commission chargée de statuer sur la levée de son immunité parlementaire. Barthélémy Diaz, justement, à ses collègues de la commission ad hoc. J'attends, dit-il, un rapport fidèle sur les commanditaires. Diaz fils qui se blanchit dans les colonnes de la tribune, non sans mouiller by Moussebadi Bro à l'époque, rappelle le journal Garde du corps de Maître Wade, le député maire socialiste qui est de l'avis de l'Observateur quotidien à 2 doigts de perdre son immunité parlementaire, incrimine l'ex-ministre de l'Intérieur Ousmane Ngom, le commissaire central d'alors Aaron Sy, entre autres. Barthélémy Diaz qui charge le PDS et sur ces faits qui lui valent sa présence devant la commission. Il rappelle dans les colonnes de la tribune la matinée du 22 décembre 2011 et déclare que le but de la mission était bel et bien l'attaque de la mairie, et c'est pourquoi son avocate et camarade de parti, Maître Aïssata Tall Sall, mais les 11 collègues parlementaires, écrit la tribune, en face de leurs responsabilités, elle qui les place devant leur seule conscience et devant Dieu, et dit attendre sereinement leur décision. L'Amérique et le monde entier attendaient la décision issue des urnes. C'est fait. Donald Trump, 45e président des États-Unis. Oui, le milliardaire devient l'homme le plus puissant au monde. Une info que la presse sénégalaise n'avait pas à l'heure du bouclage. Et déjà l'Observateur quotidien et son envoyé spécial aux États-Unis nous plongeait donc dans cette ambiance. Mes confrères qui relèvent cette euphorie et ces inquiétudes des Sénégalais de New York, Donald Trump et Hillary Clinton, qui avaient déjà commencé à engranger leur première victoire hier soir, laissant entier, estime Le Soleil, le suspense dans la course à la Maison-Blanche. Seulement, ce qui est le bêtise du quotidien dans cette élection américaine, c'est que même de loin, ils ne nous ont pas laissé indifférents. Un intérêt que Sucre Salé dénonce avec la dernière énergie, lui qui explique que nous Africains, comme toujours, nous sommes un peu blasés d'abord. Ni Clinton ni Trump ne mettent notre continent au devant de leurs priorités. La preuve, le vainqueur sera élu pour faire le bonheur de son peuple, et c'est légitime. On l'a vu avec Obama, rappelle mon confrère. Toute l'Afrique avait espéré le voir casser la baraque de l'injustice et des inégalités. Résultat, écrit le quotidien, résultat à la fin de son mandat, rien n'a changé pour nous. Alors le 45e président américain ne fera donc ni plus ni mieux, conclut le quotidien. Justement, Arnaud Diouf, le rappel des titres avec Donald Trump qui est élu 45e président des États-Unis. Le républicain déclare qu'il sera le président de tous les Américains et compte travailler avec tous les pays du monde. Ce riche homme d'affaires qui a battu la démocrate Hillary Clinton parle également d'un grand projet économique pour son pays. Et puis la colère des pharmaciens après l'assassinat il y a 2 jours de 2 employés de pharmacie à Ndioum. Ils ont décidé de suspendre la garde de nuit jusqu'à nouvel ordre. Toutes les pharmacies vont baisser rideau vendredi prochain de 8h à 15h avec à la clé un sit-in devant le ministère de la Santé et devant les gouverneurs de gouvernance plutôt dans les régions. C'est pour exiger plus de sécurité au niveau des officines. L'équipe de ce 13h en cabine, Amadou Ndiaye, Sedem Laba Soumaré, journal réalisé par Papa Malik Ndao et Momar Khadafi Djarité. Devant le micro, François-Xavier Thiao. Merci de votre fidélité à Radio Sénégal. Bon après-midi à toutes et à tous.